Bienvenue à vous, moi c'est Brice de chez Cocolize. Voilà, bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée aux entrepreneurs du web. Et aujourd'hui je suis très content parce que je reçois Mickaël Le Gallo. Salut Mickaël. Salut Brice, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Écoute, en plus c'est une vidéo qui se fait en home office. Donc bah oui, parce qu'on s'adapte, c'est ça le monde de l'entrepreneuriat. Mickaël, on va parler de quoi avec toi? On va parler de traduction de sites internet. Alors, ce qui est bien, c'est que toi, tu as à la fois une double casquette, c'est-à-dire tu as la casquette traduction, mais aussi une très bonne vision technique, parce que oui, c'est aussi technique de traduire un site internet, surtout en multilingue, d'où voilà l'aspect intéressant de cette vidéo. Mickaël, je te laisse quand même te présenter, tu le feras mieux que moi. Très bien. Alors, je m'appelle Mickaël Le Gallo. Je suis le fondateur de eTranslation Agency. Comme tu l'as dit, une agence de traduction multilingue en plus de 45 langues aujourd'hui, mais vraiment spécialisée sur des problématiques e-commerce, e-tourisme et digital dans son ampleur. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? On s'appuie sur une partie humaine des traducteurs natifs, diplômés en traduction et spécialisés. On y reviendra pendant l'interview. Et la seconde partie, c'est plus un aspect technique et SEO. Comment gérer des SMS, comment introduire du SEO dans vos traductions. Et c'est encore une fois que je te remercie de cette invitation. Car le SEO et la traduction doivent encore une fois marcher dans la main pour une pertinence de cross-border. Donc voilà, on aura compris qu'il y a bien donc deux parties dans cette vidéo. On enchaîne sur la première qui est pour le moment orientée vraiment sur un peu toutes les questions qu'on peut se poser, peut-être en amont, lorsqu'on parle de traduction de site internet, en tout cas multilingue. Mickaël, traduire un site internet, ok. Vu comme ça paraît peut-être simple finalement. Il y a peut-être juste surtout cette logique de la traduction finalement en elle-même, d'accord. Mais on sait bien que ça va bien plus loin que ça. Quels sont les pièges et quelles sont les bonnes pratiques, Mickaël, lorsqu'on souhaite traduire son site internet? Alors, tout d'abord, tu as complètement raison de mentionner le fait qu'une simple traduction d'un site internet ne permet pas d'aller à l'étranger. Pour vendre à l'étranger, on parle plus que de traduction, on parle de localisation. La localisation, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va être une adaptation, par exemple, des moyens de paiement, une adaptation des devises sur votre site, une adaptation des conditions générales de vente si vous vendez des produits avec une législation très spécifique, et également une adaptation des moyens logistiques. Donc, la traduction est une partie très importante de ce process de localisation, mais prenez en compte le fait qu'il s'agit de localiser l'intégralité du site. Ça, c'est intéressant parce que voilà, effectivement, on a d'abord parlé de plus de localisation. C'est pareil que le moteur de recherche finalement. In fine, c'est un peu le cas, en sachant qu'on a aussi un pays égal à un moteur de recherche, mais un moteur de recherche peut avoir plusieurs langues également. Hein, si je prends le cas, en tout cas avec la Belgique ou même la Suisse, par exemple. Tu as parlé aussi finalement de quatre grands points. Alors, c'est beaucoup plus que ça, mais en tout cas, tu m'as parlé de paiement. Tu as parlé aussi de devises, parce qu'effectivement, c'est aussi deux choses différentes. Tu as parlé de logistique et tu as parlé de conditions générales de vente. Parce que même ces conditions générales de vente, on est d'accord, selon le pays dans lequel on souhaite développer du business, chaque pays a ses propres conditions générales de vente. Très bien. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes aujourd'hui que tu as pu toi déjà observer? Est-ce que tu souhaites un peu aussi nous parler de tout ça? Alors, je dirais que la première erreur pour vendre à l'étranger serait, ça paraît basique et trivial, mais serait de ne pas traduire le site dans la langue locale. Pourquoi? Juste quelques chiffres. Donc, 42% des internautes européens ne vont pas rester sur une langue étrangère, même si c'est de l'anglais.
9 utilisateurs sur 10 préfèrent naviguer dans leur langue native. C'est quelque chose qui paraît également trivial, mais qu'il faut rappeler. Et un consommateur est 5 fois plus enclin à acheter sur un site natif. Et attention, le consommateur va être 8 fois plus enclin à acheter quand il va se trouver sur des moyens de paiement adaptés à son pays. Par exemple, je vais prendre l'exemple de PayPal, qui est utilisé en France, mais dans d'autres pays qui n'est pas du tout utilisé. Donc, faites très attention à ceci. La première erreur, pour te répondre, ce serait de ne pas traduire. Vous ne traduisez pas, vous ne vendez pas. Clairement. Une fois qu'on a décidé de traduire, chaque entreprise va se poser la question, tout d'abord, qui va nous traduire le site? Qui va être le professionnel en charge de traduire les contenus, à la fois techniques, mais aussi qui va être capable de retranscrire l'essence même de notre marque, l'esprit de notre marque, de savoir comment communiquer à nos internautes. Et donc ça, il y a des erreurs à ne pas faire, et je vais en citer juste quelques-unes, si ça peut aider certains des auditeurs. La première, une qu'on voit très régulièrement, c'est de confier les traductions au country manager. Alors ça part d'une très bonne intention. Le country manager connaît bien le produit. Également, on va faire des économies. On va pas prendre un traducteur interne ou une agence de traduction externe. Mais le country manager a d'autres choses à faire que traduire. Le country manager, il est là pour développer l'activité. Le country manager, il est là pour être sur le terrain. Il est là pour des partenariats. Il faut savoir que des tâches de traduction peuvent être très rébarbatives, très longues. Et votre country manager peut être un très bon coordinateur et un très bon vendeur, mais peut-être pas un bon traducteur. Donc ça, c'est la première erreur que je mentionnerai, c'est confier des tâches de traduction en interne à des personnes qui n'ont ni le temps de le faire et ni les capacités de le faire. Ouais, donc du coup, tu touches un point important, c'est que effectivement, au-delà de se dire qu'il ne faut pas le confier à une personne en interne, hein, j'ai pris note. Ce que tu dis, c'est intéressant aussi parce que effectivement, un country manager, donc là, c'est plutôt une problématique de temps, c'est-à-dire que autant donner la tâche de la traduction à l'extérieur, parce que je pense que ça doit être très long. Déjà d'une part, ça doit être super long, parce qu'un site internet déjà, on sait tous le fait de créer du contenu sur son site internet déjà c'est long, donc on peut imaginer de le traduire. Il y a une question aussi de jargon, je suppose. Voilà, parce qu'effectivement, comme tu le disais, hein, si je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure avec le fait d'avoir une traduction qui se fait voilà, par langue native, où un consommateur est 5 fois plus enclin, voilà, c'est ça déjà, à acheter en sachant que du coup il a bien compris le site et qu'il voit bien qu'effectivement c'est une personne derrière qui parle comme lui, et 8 fois plus donc pour le paiement en plus, donc c'est des chiffres très intéressants. Mais aussi un country manager, il peut très bien parler la langue, mais sans forcément être un native. Et donc il peut déjà effectivement déjà là faire des erreurs aussi dans sa traduction finalement. Je te prendrai un autre exemple qui me concerne. J'ai créé cette boîte de traduction. Ça fait 20 ans que je vis en dehors de France. J'ai vécu 12 ans en Espagne, 4 ans en Colombie. Je suis marié avec une hispanophone. Je ne suis pas traducteur. Je n'ai pas la formation. Ce n'est pas ma langue native. Et même de l'espagnol vers le français, je vais pas prendre le risque de traduire un document public, un document pour vendre. Je ne sais pas le faire alors que je suis dans le secteur. Plus l'aspect juridique en plus du coup. Plus l'aspect juridique, comme tu le dis très bien. Des conditions générales de vente, dans certains cas, même l'intervention d'un traducteur n'est pas suffisante. D'un traducteur spécialisé dans le juridique. Parfois, on parle de réelle localisation juridique où il faut l'intervention, dans certains cas spécifiques, d'avocats.
oui, bien sûr. Exact. Même en France, on rappelle, même en France, c'est important, des conditions générales de vente. C'est soumis aussi à des. Enfin, il y a un code pénal qui est derrière. Donc faites attention. Et comme tu le dis très bien, l'Union européenne, je n'ai pas retrouvé le texte exact, mais maintenant oblige tous les e-commerçants à traduire leurs conditions générales de vente dans les pays où ils vendent. Jusqu'à présent, avec une version anglaise, c'était accepté, mais donc il y a un temps de carence, mais je crois d'ici 2 ans, si je me trompe pas, toutes les CGV doivent être traduits et localisés dans la langue du pays où vous allez agir. Ok. Donc là, on a parlé aussi des erreurs fréquemment observées, plus pour l'aspect humain, l'aspect technique. Toi, en échangeant avec toi, je sais que tu utilises plusieurs CMS, bon pas que, mais explique-moi un petit peu. Voilà, est-ce que le choix du fournisseur, dans cette part tu l'as dit, c'est plutôt l'aspect pas si du fournisseur, mais plutôt de l'aspect technique. Bref, le choix du CMS aussi peut avoir un rôle ou... Alors, tu viens de toucher un aspect clé de la traduction dans le secteur e-commerce surtout. Pourquoi? Le e-commerce a besoin d'aller vite. Le e-commerce a des actualisations de produits, le e-commerce de mode a des saisonnalités. On ne peut pas se permettre de traduire une nouvelle collection, une collection de printemps, et d'avoir cette collection traduite au mois d'octobre. Ça n'a aucun sens. Donc, traduire sur un back-office, quel qu'il soit, va prendre énormément de temps. Le traducteur doit se mettre sur chaque fiche produit, se mettre dans le back-office, ne peut pas utiliser ses propres outils. On perd du temps, on perd de la qualité et donc on perd de l'argent. Je vais te donner un exemple très flagrant. On a travaillé pendant très longtemps avec Pixmania, qui était un géant du e-commerce français, un des pionniers. On a traduit pour eux en plus de 18 langues, notamment sur le pic de Noël. Mais il résulte qu'ils avaient 4 ou 5 personnes en interne qui devaient faire des copier-coller tous les jours. Pendant cette grande période, pendant 2 mois et demi de préparation, donc 5 personnes à temps complet qui faisaient juste du copier-coller. Pourquoi? Pour une mauvaise. Chaque entreprise a ses logiques et ses contraintes techniques, mais n'avait aucune possibilité d'extraire leur contenu à traduire pour les communiquer à leur traducteur ou à leur agence de traduction et les réimporter directement. Donc, mon grand conseil pour les e-commerçants ou même des entreprises qui souhaitent aller à l'étranger, tout d'abord, asseyez-vous avec votre agence web, asseyez-vous avec votre webmaster pour voir les possibilités de dupliquer votre site web facilement, sans que ça demande des développements très très complexes, et la facilité à exporter les contenus, à traduire et à importer les traductions que vous allez recevoir. Je pense, Brice, que ces problématiques de CMS, on les retrouve beaucoup aussi dans votre partie, dans le SEO, car on va se retrouver avec certains CMS qui sont pour le coup pas du tout SEO friendly, où il est très très difficile de pouvoir agir. C'est la même chose sur les traductions. Il y a des CMS qui sont complètement bloqués, ou aller à l'étranger, il vaut mieux créer totalement une autre plateforme. Il n'y a pas la possibilité de la dupliquer et de la multiplier pour aller à l'international. Donc ça, pour reprendre, faire un petit résumé de ces erreurs, prenez le bon fournisseur et prenez la bonne plateforme. Et avant, voyez bien les tenants, les aboutissants, toutes les personnes qui sont impliquées dans ce processus dans l'entreprise, le marketing, la logistique, le juridique, doivent être impliqués dans ce processus d'internationalisation dès le départ. Sinon,
et on va y revenir dans le SEO dans la seconde partie, mais on va au-devant de grosses contraintes. C'est dingue, c'est-à-dire qu'en vrai, quelqu'un qui souhaite vraiment déjà se développer à l'international, en dehors déjà de l'aspect purement logistique, dès qu'il s'agit d'une traduction, on sent que là déjà, il y a quand même du travail, il y a plusieurs ressources humaines qui sont derrière pour justement gérer bien comme il faut. Est quand même sur là, hein. Nous on n'est pas là pour faire du simple Google Traduction qui est horrible, ne faites jamais ça mes enfants, ne faites jamais ça, mais c'est horrible. Mais en fin de compte voilà, bref, la traduction d'un site internet c'est du temps, c'est des gens, et c'est également la technique en termes de choix, alors pas que du CMS, mais aussi du choix finalement du process en lui-même, sur la duplication comme tu disais, sur l'exportation de contenu et l'importation de contenu. Ok. Très très bien. J'ai une question comme ça aussi qui me vient. Est-ce qu'on fait un site en .com, un autre site en .fr, un autre site en tu vois, .en, ou est-ce que juste avoir une seule base d'URL avec tu vois, une propre continuité, ça fonctionne? Toi, tu pourrais. Alors, effectivement, si tu veux, on pourra aussi voir ça plus dans la détail SEO, effectivement, avec les fameuses balises hreflang, où il y a un réel choix à faire dès le départ. On va dire, là, on va plus loin que la traduction. Et encore une fois, ça rejoint ce que tu disais dans ton introduction. Aller à l'international, c'est pas juste traduire un site. Aller à l'international, c'est donc voir cette partie humaine, cette partie technique et cette partie SEO, dont les noms de domaine sont effectivement une partie très importante, avec les noms de domaine, les noms de sous-domaines et tous ces éléments. Mais si tu veux, je te propose d'aller sur cette partie où on va vraiment se plonger dans le SEO. Ok, ouais, moi on tient en haleine quand même. Quand même. Non, écoute, dans notre cheminement, voilà, par rapport à cette vidéo, j'ai vraiment autre chose que je souhaiterais aborder. C'est en termes d'outils aussi que tu souhaiterais nous conseiller, parce qu'on va parler d'outils. J'ai envie aussi que tu me parles sur les bonnes pratiques, sur une bonne méthodologie, tout ça. Est-ce que tu peux déjà, voilà, les outils à nous conseiller, comment est-ce que ça peut nous aider? Enfin, quel est le choix de l'outil et comment ça peut nous aider? Très bien. Alors, plus qu'un outil, je vais te parler d'une combinaison qui me paraît absolument essentielle pour les traductions d'un site e-commerce. C'est la suivante. On traduit un site e-commerce en s'appuyant sur un traducteur professionnel qui lui-même va utiliser des outils qu'on appelle de TAO, de traduction assistée par ordinateur. Je vais t'expliquer en quelques points le réel intérêt pour un projet e-commerce. Les TAO, on les appelle également les mémoires de traduction. Donc concrètement, votre fichier arrive à un traducteur. Ce traducteur va éditer votre texte, votre fichier XML, votre fichier HTML, un fichier JSON, celui que vous avez décidé. Donc cet éditeur déjà lui permet de pouvoir traduire tout type de format web sans le danger de toucher une balise, de toucher un code qui va complètement déséquilibrer et désajuster la mise en page au moment de l'intégration de la traduction. Ce serait le premier point. Le second point, c'est les mémoires de traduction. Chaque traducteur, dès qu'il va traduire un segment de phrase, ce segment de phrase va se mettre dans une base de données de terminologique, un propre dictionnaire qui appartient d'ailleurs au client. Tout au cours du projet, à chaque fois que le traducteur va de nouveau traduire ce segment de phrase, et ces répétitions sont très nombreuses dans un site e-commerce. On parle de descriptifs produits qui sont souvent redondants, très répétitifs. La mémoire de traduction va lui proposer, regarde, tu l'as traduit de cette façon-là, ça fait une semaine ou ça fait 2 semaines. Donc, la politique tarifaire, c'est de ne pas facturer 2 fois, 3 fois, 50 fois ou 360 fois ce qui a été traduit déjà une fois. Donc, ça, c'est un outil très important pour les e-commerçants car, par expérience, on va noter qu'il y a entre 30, 40, voire 50% de répétition dans un site web e-commerce. Et là, j'attire ton attention sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les CMS, parce que si on traduit depuis un back-office, ces outils
on ne peut pas les utiliser. Donc, ce mot-là qu'on aura traduit une fois, eh ben, on devra le traduire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 360 fois parce que on n'a pas les outils pour réduire cette masse de travail, pour réduire le volume et donc réduire les coûts. Si on parle juste d'une dizaine de fiches produits, il n'y a pas de problème, on peut le faire depuis le back-office. Mais si on parle de plusieurs dizaines de milliers de fiches produits, il faut absolument extraire vos fichiers et absolument le traiter avec ces outils de TAO. Pour terminer sur ces outils, qu'est-ce que ça permet? Ben, ça permet de mettre plusieurs traducteurs en même temps et qui vont partager la même terminologie. Ils vont toujours avoir la même cohérence. Je sais pas si c'est arrivé, Brice, parfois de tomber sur des sites web où tu vas avoir une fiche produit très bien traduite et après une autre fiche produit où c'est une catastrophe, où le même terme ne va pas être utilisé d'une façon cohérente. C'est très mauvais pour le SEO également. Donc, les mémoires de traduction permettent que plusieurs traducteurs puissent travailler ensemble sur votre projet, tout en gardant cette cohérence, tout en gardant le même ton et tout en gardant les éléments nécessaires pour le SEO. Et enfin, pour terminer, ces éditeurs ont des contrôles de qualité beaucoup plus avancés qu'un Word ou tout type d'éditeur. Ça va même vérifier jusqu'au format des nombres, à la ponctuation selon chaque pays ou même selon chaque variante de langue. Donc, pour résumer, pour les e-commerçants, exigez que vos fournisseurs en traduction utilisent des TAO, des mémoires de traduction, car ça va être un bénéfice pour vous très important. Et les mémoires de traduction sont utilisées maintenant, on va dire, par plus de 80% des acteurs de la traduction, qu'ils soient freelance ou agences de traduction. Et s'il vous plaît, si vous voulez juste garder quelque chose de cette intervention, quand vous envoyez un fichier à traduire, un export de site web, à chaque fois demandez quelle est la partie de mots nouveaux et quelle est la partie de mots répétés. Qu'encore une fois, dans le secteur, ces mots répétés ne devraient pas être facturés. Donc, entre autres, voilà, tu parles de mots nouveaux et de mots répétés, et ça, c'est via ton outil qu'on va pouvoir le savoir, justement, le nom. Complètement. D'accord. Okay. Alors, c'est pas un outil qu'on a développé nous. Hein. Je vais te donner des idées pour partager. Le plus connu sur le marché s'appelle Trados. Okay. Trados. Un autre s'appelle MemoQ. Donc, ce ne sont absolument pas, encore une fois, des outils de traduction automatique. Ce sont des outils qui permettent plus d'expandre une base humaine, une base de traduction humaine qualifiée. Et donc, c'est tout l'inverse d'une traduction automatique révisée par un être humain. C'est plus, on va expandre du qualitatif plutôt que de réviser du non qualitatif que sont les traductions automatiques. Donc Trados et MemoQ pour ne citer que pour le moment, quoi. Tout à fait. Juste pour info, ce sont des logiciels. Un Trados, une licence doit coûter 2000 €. C'est quelque chose. Il faut le prendre en main. Ça fait partie des études de traducteurs. Encore une fois, les traducteurs, c'est des professionnels qui, comme des avocats, comme des médecins, ont suivi des études, ont suivi des techniques. Et de contrôler de maîtriser ces outils, ça fait partie de ces études. Écoute, Michael, un grand merci pour toi en tout cas pour cette première partie. Moi j'invite du coup nos audinautes à poursuivre justement cette expérience là sur une prochaine vidéo qu'on va voir. Et nous revoilà donc sur cette deuxième partie, toujours avec Mickaël Le Gallo, toujours bonjour Mickaël, j'espère que ça continue d'aller avec toi. De toute façon on a enchaîné cette vidéo, là on va se focaliser sur donc, la deuxième partie qui est plus sur l'approche du SEO dans la traduction. Donc le rapport entre la traduction et le SEO. Tu me disais tout à l'heure, le SEO c'est ce grand oublié dans la traduction. J'aime bien ça parce que pour le coup c'est vrai et on le remarque. Tu vas nous en parler. J'aimerais revenir aussi sur justement une méthodologie dans la traduction. Si tu me permets, tu m'as parlé de méthodologie du 5 ou D5S. Tu peux nous en parler déjà ?
Tout à fait, Brice. Donc là, j'imagine que tu frétilles car on arrive dans ta partie, Totalement. le SEO. Donc, encore une fois, le SEO et la traduction doivent marcher main dans la main. C'est absolument indispensable car d'un côté, vous pouvez avoir une très bonne traduction absolument pas optimisée. Donc, c'est joli à lire, c'est bien écrit, mais personne va le lire. Et de l'autre, le SEO, les agences SEO qui peuvent créer de la sémantique, mais on ne sait pas où on va l'introduire et l'impliquer. La chose importante, pour revenir à ta question sur la méthodologie, pensez à ceci avant de vous lancer dans un projet cross-border, un projet d'internationalisation. Nous, on appelle ça la méthodologie des 5 S. D'abord, 1, sélection du traducteur. Prenez encore une fois un traducteur diplômé, natif et spécialisé dans votre domaine. Un traducteur peut traduire de la poésie chinoise, mais vraisemblablement pas un manuel de géothermie. Les traducteurs ne savent pas tout traduire. Donc pensez, la sélection du traducteur, c'est basique. Deuxièmement, la sélection de la terminologie. Donnez tout ce que vous pouvez comme information aux traducteurs, des sites de référence, des sites de non-référence, un glossaire si vous les avez, votre panier moyen, qui est votre public, quel est le ton. Si on parle de langues comme l'espagnol, est-ce qu'on va utiliser le tout ou le usted? Des choses très importantes, basiques, mais à communiquer dès le départ. Le troisième S serait le SEO. Donc, on va y rentrer plus en détail dans cette partie. Mais comment on va déjà donner des billes, des ressources aux traducteurs pour qu'ils commencent à traduire avec des expressions clés, des mots-clés déjà identifiés et parfois avec des outils comme Cocolize qui me paraît particulièrement bien adapté, surtout pour des e-commerçants. Donc, sélection du traducteur, sélection de la terminologie, le SEO, sélection du format, comme on a parlé dans la première partie, comment vous allez exporter vos contenus à traduire ou sur quel CMS on va se baser, ultra important dans votre réflexion initiale. Et enfin, la dernière, c'est sélection du process. Comment on va fonctionner avec juste par email ou à travers de plateformes personnalisées. Comment on va communiquer, voilà. Avec ces 5 S, vous avez une phase de préparatoire optimale et après vous pouvez dérouler la phase de production et d'intégration de votre site web et après tout ce qu'on appelle la phase d'animation. Donc là, c'est les articles de blog, les livres blancs, tout ce qui va vous permettre de vous positionner sur votre marché et sur votre secteur. Donc voilà, pour répondre à ta question, cette méthodologie qui inclut une part très importante de SEO est, selon moi, la pertinente avant de commencer un projet d'internationalisation. Ok. Alors, et le SEO dans tout ça, alors tu me disais, on va en parler. Alors, je partage avec toi, on a écrit un petit post sur LinkedIn récemment sur ce sujet qui était assez intéressant, c'est une situation vécue où, alors c'était un e-commerçant qui vendait, c'était des meubles, du mobilier, où ça marche très fort dans l'e-commerce. Donc, il résulte qu'il avait traduit en espagnol le site web et en regardant ce site web, il nous avait contacté a posteriori. Et c'est vrai que le site web paraissait correctement traduit. Pas de faute apparente. En jetant un coup d'œil, il n'y avait rien qui sautait à l'œil, qui écorchait comme une traduction automatique. Non, ça paraissait cohérent. Le site ne décollait pas de performance, pas de trafic, et donc engage un country manager pour booster un petit peu tout ça. Lui commence à regarder vraiment le contenu du site, et là il s'aperçoit de plusieurs choses. Il s'aperçoit que plusieurs traducteurs avaient agi sur le site. Certains, comme je te disais tout à l'heure, avaient employé le tutoiement, d'autres le vouvoiement. Sur une même expression,
on a eu des traductions totalement différentes, qui étaient correctes, mais qui n'étaient peut-être pas du tout adaptées au référencement sur ce secteur-là. Et donc, on se rend compte que le site n'avait pas de cohérence, il n'y avait pas de maillage, il n'y avait pas d'introduction, il n'y avait pas d'optimisation de balises, il n'y avait pas de traduction des alt textes, il n'y avait pas de traduction des photos, les URL, les slugs n'étaient pas traduits. Donc, c'est là où on se rend compte que on peut pas partir la fleur au fusil pour traduire un site sans avoir réfléchi préalablement au SEO, réfléchi préalablement à quels sont vos mots-clés à l'étranger, quelle est l'équivalence de mots-clés à l'étranger, et ça c'est un point, comme je disais, important dans cette méthodologie de préparation des 5S. Je viens de comprendre du coup. Entre autres, c'est comme si tu nous disais, l'équipe avait fait bien son taf pour la partie française parce qu'ils ont travaillé le SEO, etc., etc. Et après, on leur dit, il faut traduire, point. Et donc les mecs, ils ont juste traduit quoi. Ils ont juste traduit, effectivement, sans aucune stratégie SEO derrière aussi, vraiment par pays en fait. C'est carrément ça ce qui s'est passé. Alors, ils ont voulu aller vite. Hein, le e-commerce, encore une fois, va vite, mais parfois va trop vite. Donc, ils se sont dit, on veut aller sur le marché espagnol en septembre. On va profiter de l'été, mais il y a quand même du volume. Il y avait 400 000 mots. Donc, on va prendre 4 traducteurs. On en trouve 2 sur une plateforme de traduction, 2 qui sont des amis, et c'est des bons traducteurs. Eux, ils ont fait leur travail, mais aucune consigne. Une fois, là je passe au point S de préparation de la terminologie, aucun site de référence, aucun glossaire, aucun référence ou mention à la concurrence aussi. Qu'est-ce que fait la concurrence, soit espagnole ou étrangère déjà présente en Espagne? Donc, accompagner les traducteurs, donnez-leur toutes les armes et les ressources pour y aller. Je vais te prendre un exemple sur le SEO qui est basique, mais qui est très parlant et que tu vas comprendre. Si sur Google Translate au jour d'aujourd'hui tu mets voiture, tu le traduis en espagnol et tu vas avoir carro, ok, le mot carro. Sauf que Google Translate ne fait pas la différence sur l'espagnol d'Espagne, l'espagnol de Colombie, l'espagnol du Pérou et autres. Donc, en Espagne, carro, c'est pas du tout utilisé. En Espagne, une voiture, c'est coche. D'accord? J'ai un autre exemple classique, ordinateur. En Espagne, ordenador. En Amérique latine, computador. Alors, si on commence, vous voulez traduire en Espagne et vous allez prendre un traducteur d'Amérique latine qui peut très bien le faire, mais alors attention, on est sur des terminologies qui peuvent être complètement différentes et qui même peuvent être mal vues. Parce que, à l'inverse, traduire pour l'Amérique latine avec un espagnol d'Espagne, ça peut être vu comme une certaine forme de néocolonialisme. Ils font pas l'effort de traduire dans notre langue. Alors plus proche de nous, tu l'avais mentionné dans la première interview, mais ou en Belgique. Ouais, en Belgique, avec le mot peut-être téléphone, où on puisse utiliser le mot GSM et nous le téléphone, et c'est tout. Je veux dire, c'est du jargon en fait. Du jargon. Complètement. Et ce jargon, c'est vous qui le connaissez. C'est le client qui les connaît. Donc, quand je disais tout à l'heure, le country manager ne doit pas traduire, certes, mais le country manager, au contraire, peut donner plein d'indications, de glossaire, de jargon métier, encore, c'est lui qui peut être vraiment impliqué dans cette phase de préparation. Donc il a vraiment sa place, le country manager, malgré tout, même si l'objectif c'est pas qu'il fasse lui la traduction, mais parce qu'effectivement un jargon, alors je passe du coup, excuse-moi, je passe du coq à l'âne, le country manager, ok, un jargon aussi, c'est aussi des mots clés, quoi, finalement, avec son propre volume de recherche, avec son propre coût par clic, avec son enfin. Complètement. Donc, alors, nous, on observe plusieurs comportements de nos clients. Après, plus de 10 ans d'expérience, on peut faire ce retour d'expérience. Il y a 2 façons de procéder. Soit
donc plus des gros e-commerçants ont des agences SEO qui font des recherches sémantiques préalables. Et donc, le client nous fournit cette équivalence de mots-clés et peut même nous donner des indications très précises quant au maillage. Je te prends l'exemple d'un projet qu'on fait pour une multinationale dans les prothèses auditives. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les mots-clés à fort trafic, qu'on les introduise dans les catégories et les mots longue traîne sur les fiches produits. Ça, le traducteur, si on lui dit pas, il va pas le faire. Donc ça, tu vois, c'est un bon travail préalable. Ça, c'est un travail. J'ai fait une recherche SEO, je donne des indications au traducteur. Et ben là, je peux te dire, entre l'exemple que je t'ai pris de ce site de mobilier en Espagne qui est parti dans tous les sens, et ça c'est un site qu'on traduit en italien. Et ben alors ça, le rapport, je peux dire que c'est le jour et la nuit. Et pour une traduction qu'au départ, tu vois apparemment bien des deux côtés. Donc finalement, avec toi là, on a vu que comment on traduit finalement un mot-clé. On va parler effectivement aussi de jargon, mais pas que. Hein, on a bien compris la logique. Parfois dans un pays, c'est même pas dans un pays. Parfois il y a une langue qui peut être représentée dans plusieurs pays, mais finalement cette langue en elle-même a aussi quand même ses propres codes. Exact. C'est ça. Tu nous as finalement aussi expliqué que qu'on ne doit pas forcément tout traduire en soi. Alors, on l'a déjà vu sur la vidéo avant, mais finalement, doit-on tout traduire? On est d'accord que oui et non. Enfin, finalement, non, il n'y a pas besoin de tout traduire, mais il y a en tout cas des termes qui sont très jargonnés, qui sont très importants, parce qu'en plus, ce terme-là représente aussi des mots-clés qui peuvent avoir aussi une forte influence d'abord sur le trafic, mais aussi une fois sur le site internet que finalement l'utilisateur se rend compte que on parle le même langage et donc il va rester sur ce site internet là et donc il va prendre plaisir aussi à naviguer et se dire bah oui il y a une vraie équipe et comme tu le dis il y a aussi cet aspect voilà l'ancrage pays, l'ancrage du langage aujourd'hui qu'on doit prendre en compte lorsqu'on traduit aussi un site internet parce que c'est aussi l'ego quoi qui en prend un coup. Donc là finalement voilà une simple traduction de base, t'imagines le chant derrière qu'il y a quoi. Je trouve ça dingue. Moi je trouve ça dingue. Et je te remercie en tout cas de nous avoir parlé. Dis-moi. Ce que tu dis c'est ça en fait la bonne traduction ne se voit pas. C'est un contenu qui est engageant. Pour l'internaute international, il doit pas voir qu'il arrive dans le process de paiement ou quand il lit un article de blog super engageant. Non, ça doit lui parler. Il doit même pas savoir que c'est un e-commerce en français. Peut-être si on parle de mode, oui, c'est bien le savoir-faire français et autres. Mais le but, c'est d'être invisible. C'est qu'il y ait une bonne expérience utilisateur. La traduction participe à ça et met en confiance. Voilà, on parle de confiance. Le e-commerce, c'est de la confiance. Lire quelque chose dans sa langue, c'est de la confiance. Confiance, engagement et finalement transparence. C'est peut-être les trois mots aujourd'hui qui sont importants à prendre en considération lorsqu'on parle de traduction, en tout cas. Complètement. Écoute, avant de clore tout ça, tu te rappelles sur la première vidéo, on parlait de nom de domaine. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que finalement c'est mieux d'avoir un site avec un .fr et un autre site en .en ou .com, ou est-ce que finalement voilà une URL mais avec qu'on appelle ça, je dirais une traduction par pays mais sur le même racine d'URL a aussi du sens? Alors ça va être un choix fort qui doit être fait dès le départ. Il y en a un sur lequel je voulais revenir, c'est est-ce qu'on va communiquer par langue ou par pays? Certains produits peuvent se permettre de ne communiquer que par langue. Donc, c'est-à-dire, j'utilise de l'espagnol pour tous les pays. Ok, alors là, déjà, je t'arrête. C'est super intéressant. C'est-à-dire que vraiment, il faut prendre en compte, c'est soit une traduction par pays, ou soit une traduction par langue, quoi.
Exactement. Ça a une incidence, d'accord, également sur aussi techniquement. Oui, techniquement. Alors, soyons clairs. Pour être capable de communiquer sur une seule langue, on parle de produits qui ont déjà, qui sont quoi, qui ont une certaine forme de puissance, de marque très puissante, où la marque, on va dire, est capable de traverser les frontières. Euh, pour du SEO, communiquer par pays, avec, comme tu disais, des domaines de .fr, de .es, de .nl, pour des marques plus moins ambities. Voilà, c'est effectivement une technique de nom de domaine par pays est beaucoup plus pertinente. Après, il faut prendre effectivement. Alors là, on est plus dans la technique pure. On s'éloignerait de la traduction. Hein, il y aurait des gens beaucoup plus experts comme moi là-dessus. Mais prendre en compte, oui, les domaines, les sous-répertoires, que les sous-domaines sont bien mis sur Google Webmaster Tools, les temps de chargement, tout ça, ça fait un bloc. Le SEO, la localisation, l'optimisation de la page, tout ça, ça fait partie d'un effort. Pourquoi? Pour vendre à l'international. Voilà, écoute, je pense qu'on a tout dit sur cette partie. Finalement, qu'on parle de SEO en France ou dans un pays étranger, l'objectif est le même, hein, c'est développer son business, développer ses ventes. L'importance d'un SEO aussi, c'est de le faire transpirer sur son site internet. C'est pareil, finalement, sur une langue étrangère. Il ne faut pas sous-estimer. Faut pas sous-estimer la traduction, c'est bien plus que simplement traduire limite du mot à mot, c'est pas du tout ça en plus qu'on dit, c'est l'importance du jargon, de l'expression. On a chaque pays plutôt chaque langue a ses propres aussi codes. Il y a une réflexion à avoir en amont, y compris dans le SEO, parce que une terminologie apporte aussi un volume de trafic qui peut être différent. On peut travailler en longue traîne également, comme par mots-clés, mais là c'est pareil, en ayant peut-être la même logique aujourd'hui de ce qu'on a présent voilà, sur nos sites internet. L'humain est important, la technique est important. Parce que, et encore une fois, il faut bien cerner la langue et surtout le pays et la langue. Tu parles plutôt de localisation, j'aime bien ce terme-là. L'objectif étant de créer de l'engagement on rappelle encore une fois, c'est qu'une traduction qui est bien faite, elle est finalement transparente pour les utilisateurs étrangers. Mickaël, voilà, je pense que j'ai conclu. Parfait, et parfaitement conclu. Tu as bien fait le tour de la question. Je te remercie, mais alors 1000 fois sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet que je voulais vraiment aborder, et justement c'est suite à notre échange sur LinkedIn. Merci encore. En tout cas, bien entendu, il y aura toutes les coordonnées à la fin de cette vidéo. Je laisse les gens te contacter. Prenez contact avec Mickaël. Voilà. Puis vous avez vu, il est calé aussi bien sur la traduction que sur en tout cas, une vision technique à avoir. Pas forcément, comme tu le disais, tu n'es pas vraiment un pur techos, mais tu as une très bonne vision technique. C'est important de l'avoir. Et puis, voilà, bonne continuation, Mickaël. Je te remercie pour tout. Merci à toi, Brice, et plein de bonnes choses pour ton podcast qui paraît passionnant. Je te remercie. Quant à vous, je vous laisse du coup poursuivre un petit peu cette expérience sur toutes nos autres vidéos et n'hésitez pas si vous souhaitez rentrer en contact avec nous sur des thématiques, c'est parti.